Donc on va continuer le programme et donc on va inviter Sylvain Vénère, qui est historien au magazine L'Histoire, faire une présentation de Le Nautilus de Jules Verne à Fulton. Ah bon, ça marche aussi. Très bien, merci. Merci pour votre invitation. Parce que ça, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, déjà, merci pour ce que j'ai entendu. Là, donc, j'ai bien fait de ne pas travailler sur Fulton pour aujourd'hui, parce que j'aurais dit beaucoup moins de choses. Ce qu'on peut ajouter, puisqu'on va parler du Nautilus de Jules Verne, c'est que dans les éditions critiques de 20 milieux sous les mers, on explique volontiers que Jules Verne a cherché son inspiration du Nautilus chez Fulton. C'est faux, il n'en parle pas du tout, à aucun moment. Ce qui est certain, c'est que le Nautilus, le nom que trouve Fulton à son petit sous-marin de 1800, c'est un nom qui fait fortune ensuite, puisqu'on va le retrouver ensuite au Havre dans les années 1800, aux États-Unis dans les années 1850. Et quand, dans la seconde moitié des années 1860, Jules Verne réfléchit à 20 milieux sous les mers, Nautilus, ça veut quasiment dire la même chose que sous-marin, en réalité. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on peut ajouter, mais on y reviendra aussi, c'est qu'on pourrait écrire une magnifique histoire des ratages de l'innovation militaire à l'époque des guerres de la Révolution et de l'Empire. Puisque ce qui est fascinant, c'est que ces guerres qui ont ensanglanté l'Europe de 1792 à 1815, elles se sont faites pour l'essentiel avec des armes qui étaient déjà en activité 60 ans plus tôt, à l'exception de l'artillerie, dont Napoléon était spécialiste. Mais il y avait à l'époque des tentatives de faire des choses originales, comme donc le sous-marin, mais ça n'a pas marché, ou les combats aériens, puisque vous savez peut-être que c'est au moment de la bataille de Fleurus en 1794 que pour la première fois on utilise des ballons aériens pour repérer les mouvements de troupes. Alors moi, j'ai pas beaucoup de temps, puis je vais essayer de ne pas l'utiliser en entier. Je ne vais pas revenir sur les engins sous-marins de Fulton. Je vous propose de réfléchir un petit peu au succès du Nautilus du capitaine Nemo, d'essayer de comprendre les raisons de ce succès, puis de voir ce qui distingue l'époque de Jules Verne de celle de Fulton et puis de la nôtre également. Et comme le sujet un peu trop ambitieux, même dit comme ça, je voudrais ne travailler que sur une seule image. C'est ça que j'utilise. Une seule image, et je pointe sur quoi? Non. Sur le côté. Ah, là. Oh. Voilà, cette image-là. Cette image-là, que vous connaissez peut-être, qui vient de 20 milieux sous les mers. Et à mon avis, cette image, elle est intéressante si on essaie de l'étudier un peu précisément, si on lui pose des questions qui sont à la fois des questions d'historiens, mais aussi des questions de citoyens, si on essaie de réfléchir un petit peu à ce que c'est que le monde dans lequel on vit, et puis le monde dans lequel vivait Jules Verne dans les années 1860, je crois qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses à cette image. Je pense qu'on peut faire, à partir de cette image, 5 allers-retours entre notre époque et celle de Verne. Alors le premier de ces allers-retours, c'est ce qui concerne la couleur, le style, disons l'aspect désuet de cette image. Je suis sûr qu'aujourd'hui, pour les plus jeunes en particulier, c'est difficile de rêver peut-être devant cette image-là. C'est d'autant plus vrai qu'il y a eu énormément d'adaptations de l'œuvre de Jules Verne par la suite, qui ont été beaucoup plus... qui ont utilisé bien davantage les images les plus modernes. Alors vous connaissez évidemment le film de 1954 de Robert Fleischer avec Kirk Douglas dans le rôle de Ned Land, mais par la suite, la bande dessinée a récupéré le personnage de Nemo et les aventures de 20 milieux sous les mers. Alors, je pense que si vous connaissez ça, un des cas les plus célèbres, c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où vous voyez Nemo qui apparaît avec une tunique verte, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, le mois prochain, sort de Schoyton et Peters le retour du capitaine Nemo. À chaque fois qu'on avance comme ça, on récupère le même personnage, mais on va
le regarder avec un œil neuf et surtout un style qui n'est plus le style de l'époque de Jules Verne, ce style-là qui aujourd'hui semble appartenir au passé. Alors, à l'époque de Jules Verne, évidemment, il n'en est pas pareil. Ça, cette image, on la doit à Édouard Rioux, qui était un des illustrateurs avec lesquels travaillait Jules Verne. C'est un dessinateur de grand talent à son époque. Et ce qu'il faut essayer de se représenter, c'est de faire ce petit travail que font les historiens, c'est d'essayer de regarder cette image de la façon dont on l'a regardée quand le livre est sorti, c'est-à-dire entre 1869 et 1870. Et de voir que cette image, à l'époque, elle est incroyablement moderne. Elle est moderne pour 3 raisons. Elle est moderne d'abord pour des raisons techniques. Cette image, à la fin des années 1860, ça fait une quarantaine d'années que les Français ont parfaitement adopté la technique de la gravure sur bois debout, qui vient d'Angleterre, une révolution de la gravure sur bois au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. À la fin des années 1860, la photographie existe, oui, sous la forme du daguerréotype et même sur la forme du calotype, mais en même temps, les procédés de reproduction photomécanique ne sont pas au point. À la fin des années 60, on sait faire des images en couleur, bien sûr, mais c'est plutôt par la lithographie qu'on y arrive. En fait, l'image qui représente l'image la plus moderne qu'on peut avoir à la fin des années 1860, c'est la gravure sur bois. Il faut la regarder comme on regarderait aujourd'hui une image qui nous viendrait de YouTube. C'est une modernité technique, mais c'est aussi une modernité sociale, éditoriale, disons, ou économique. Puisque à partir du moment où on a eu la gravure sur bois, on a réussi à inventer quelque chose de tout à fait neuf, qui est le métier d'éditeur. On peut dire que le métier d'éditeur moderne, il naît au début du XIXe siècle avec ce principe de la gravure sur bois. Parce que d'un seul coup, l'éditeur n'est plus seulement le gars qui va imprimer un auteur, c'est celui qui va diriger une équipe. Une équipe où il y aura un auteur, bien sûr, mais il y aura aussi un dessinateur, où il y aura aussi un atelier de gravure, et où on va essayer d'aller chercher des lecteurs pour cette équipe-là. L'éditeur de Jules Verne, c'est exactement ça. Pierre-Jules Hetzel, il appartient à cette génération, qui est en fait la deuxième génération, de ceux qui font fond sur l'illustration pour créer quelque chose de neuf. Et puis enfin, c'est une révolution sociale, puisque ces livres que Hetzel produit, en faisant signer à Jules Verne des contrats léonins d'ailleurs, ce sont des livres qu'on va distribuer largement pour les prix des enfants méritants des écoles, à une époque où l'enseignement primaire se développe considérablement. Les lois Ferry de 1880-1882, elles ne vont venir qu'achever un cycle qui commence avec en fait la loi Guizot de 1833. Il y a quelque chose de tout à fait neuf. Une image comme ça, dans un livre de Jules Verne, signé par l'éditeur Hetzel en 1869-1870, c'est très moderne. Alors c'est même s'il y a quelques grincheux à l'époque, depuis qu'on a cette littérature illustrée en quelque sorte, il y a des gens pour dire qu'à cause des images, les enfants ne lisent plus. Vous savez que c'est au XIXe siècle qu'on invente ce verbe feuilleter. Feuilleter, pour dire de quelqu'un qui va prendre un livre d'images et qui va regarder les images, vaguement voir le texte, mais cesser de lire. Donc des grincheux comme ça, il y en a eu au XIXe siècle sur la littérature illustrée, au XXe siècle sur la bande dessinée, au XXIe siècle sur le jeu vidéo. Ne vous inquiétez pas, ils finissent dans les poubelles de l'histoire d'habitude. Donc le deuxième aller-retour qu'on peut imaginer entre cette image et aujourd'hui, qui nous renseigne un peu, ça n'est plus le style cette fois-ci, ça n'est plus le noir et blanc, c'est la pieuvre ou le poulpe qu'on voit sur l'image. Ça, c'est sûr que c'est un animal qu'on ne regarde plus aujourd'hui comme on le regardait au XIXe siècle. Aujourd'hui, vous avez laissé Le Prince des Profondeurs, publié en 2018 par le philosophe australien Godfrey Smith. Peut-être que vous l'avez lu, ou peut-être que vous avez vu le film My Octopus Teacher, des documentaristes sud-africains, Pippa Erich et James Reed, en 2020. Peut-être que vous avez lu plus récemment l'autobiographie d'un poulpe, de la psychologue et philosophe belge Vinciane Després. On sait ce que, aujourd'hui, le poulpe, la pieuvre, signifie dans notre imaginaire. C'est un animal d'une bête dont on redécouvre l'intelligence, la sensibilité, la capacité à vivre en société. Et c'est à partir des interrogations sur le poulpe et la pieuvre en particulier qu'on réfléchit de plus en plus aujourd'hui à retravailler la frontière entre les humains et les non-humains et à réfléchir
à ce que c'est que la Terre sur laquelle on est censé vivre tous ensemble, humains et non humains. Une Terre où l'essentiel des dégâts, depuis 2 siècles, n'a pas été causé par les non-humains. Alors, à l'époque de Jules Verne, c'est évidemment très différent. À l'époque de Jules Verne, le poulpe, la pieuvre, est séparé de l'humanité par une vitre. C'est une extériorité radicale. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'humanité. C'est un monstre qui plus est dangereux pour les humains. Et Jules Verne le sait très bien, puisqu'il écrit à la fin des années 1860, et qu'en 1866, Victor Hugo a publié Les Travailleurs de la mer, dont un des moments importants du roman, si vous l'avez en tête, c'est la lutte de Gilliatt contre la pieuvre. Et on sait, vous savez sûrement, que dans 20 milieux sous les mers, un des moments importants du livre, une des scènes importantes, c'est l'attaque du Nautilus par le kraken, une sorte de pieuvre géante, et qui vient manifester ça. Et là, on voit bien que dans cette image-là, on ne va pas regarder la pieuvre de la même façon en l'espace de 150 ans. Alors le troisième aller-retour possible, c'est l'homme qui est de dos. Je ne voudrais pas en dire trop parce que je sais que vous allez avoir dans pas longtemps une attaque en règle contre le capitaine Nemo, mais deux mots quand même, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Et là aussi, on ne regarde pas de la même façon aujourd'hui qu'en 1869, et je ne voudrais pas gâcher la conférence qui va venir, je vais parler d'autre chose, mais aujourd'hui, si on reprend par exemple la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le capitaine Nemo, vous l'avez en vert, je vous le disais. Vous l'avez en vert, mais vous n'avez pas le capitaine Nemo de 20 milieux sous les mers, en réalité. Vous avez le capitaine Nemo de l'île Mystérieuse, puisqu'à la fin de l'île Mystérieuse, alors là, bouchez-vous les oreilles si vous ne l'avez pas lu, je divulgage, à la fin de l'île Mystérieuse, on apprend, au mépris de toute chronologie, que le capitaine Nemo est en réalité le prince Dakkar, un des héros de la révolte des Cipayes de 1857-1858 contre l'autorité britannique. Ce qui va autoriser Alan Moore, dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, à le présenter sous la forme d'un Indien hindou, et anti-musulman d'ailleurs, dans la bande dessinée. Ce qui va permettre aussi de faire du capitaine Nemo une incarnation d'un combat très général, un combat qui est le combat des colonisés contre les colonisateurs, un révolté permanent. Vous savez peut-être qu'au début du fin 19e, début 20e, il y avait une légende qui courait, qui disait que 20 milieux sous les mers, c'était un livre qui avait été en fait écrit par Louise Michel. Parce qu'il y avait cette dimension révolutionnaire de Nemo. Alors si on reprend notre image, évidemment c'est moins vrai. Parce que le livre sort en 1869. En 1869, Nemo, quand on lit le livre, on ne sait pas d'où il vient, mais on sait ce que Verne voulait en faire. Il voulait en faire un Polonais. Un Polonais en lutte contre l'Empire russe. Ça correspondait parfaitement à la logique de Jules Verne, qui est une logique libérale. Dans le salon du capitaine Nemo, il y a des portraits de Botzaris, il y a des portraits de Lincoln. À un moment donné, dans 20 milieux sous les mers, Nemo s'arrête, il récupère de l'argent qu'il a trouvé dans un galion échoué, et il va le donner à des Crétois en lutte contre l'Empire ottoman. Donc il y a incontestablement une dimension libérale, on pourra dire émancipatrice, voire révolutionnaire, mais attention, elle est strictement limitée à l'Europe. L'équipage de Nemo, dont Verne nous dit qu'il est cosmopolite oui, mais à condition de comprendre qu'il est cosmopolite avec des Français, des Irlandais, des Slaves, des Grecs. Ça reste des Européens en lutte pour la liberté, c'est exact, mais dans un cadre qui demeure le cadre d'une lutte chrétienne. Ce qui correspond pas mal à l'esprit de Hetzel, alors jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand Verne dit à Hetzel que son héros est polonais, Hetzel lui dit « Jules, je t'aime, mais non, je vends trop de livres en Russie pour qu'on fasse un héros polonais. » Et quand, à la fin de l'île Mystérieuse, Nemo meurt, Verne tient absolument à ce que le dernier mot du capitaine soit indépendance, et Hetzel lui dit « Jules, je t'aime, il n'en est pas question, ces derniers mots, ce sera Dieu et patrie ». Ce qui cadre avec le combat polonais, ce qui cadre avec le combat grec, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Par ailleurs, ce Nemo,
si vous vous souvenez, qui finit par arriver grâce au Nautilus au pôle Sud. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au pôle Sud? La première chose qu'il fait, c'est qu'il y plante son drapeau. C'est-à-dire que le capitaine Nemo n'est pas un révolté radical à la manière de Louise Michel et de la légende qui a pu accompagner Louise Michel. C'est aussi quelqu'un qui va retrouver des gestes qui sont les gestes des impérialistes du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Je me suis trompé. Le quatrième aller-retour qu'on peut faire à partir de cette image, ça n'est plus donc le style, ni le poulpe, ni l'homme de dos, c'est le sous-marin lui-même, puisqu'on est dans un sous-marin. Et de réfléchir un petit peu à ce que c'est qu'un sous-marin. Alors là, le truc, c'est que tout a été dit dans la conférence précédente, donc je ne vais pas beaucoup insister, mais rappeler simplement que ce sous-marin, dont on pourrait imaginer que le premier modèle, c'est celui de Fulton, même si ça n'est pas le point de vue de Jules Verne, c'est effectivement un engin de guerre, c'est-à-dire par rapport à l'imaginaire des voyages extraordinaires, qui est un imaginaire de la communication entre les hommes, qui est un imaginaire de la découverte du monde, de l'exploration du monde. Il ne faut quand même pas oublier que cet outil-là, il a pour premier but la rupture des communications. Ce que doit faire un sous-marin, c'est d'interrompre des lignes de communication. Ce que fait le capitaine Nemo, donc, quand, à un moment donné, il croise un bateau d'une nation maudite. Alors, dans le livre, on ne sait pas quelle est la nation maudite, mais à la fin, il est sérieuse, on a compris, c'est l'Angleterre. En théorie, du point de vue de Jules Verne, ça aurait dû être la Russie, mais du point de vue de son éditeur, non. Et on coule le bateau d'une nation maudite. Et on le coule comment? Pas comme Fulton imaginait de couler les bateaux. On le coule comme on s'imagine que la guerre sur mer va avoir lieu dans les années 1860. Dans les années 1860, on a cette vitesse nouvelle qui est permise par la vapeur. Les bateaux n'ont jamais été aussi rapides. Et on n'a pas encore, on est en train de mettre ça en place, mais on n'a pas encore les cuirassés des années 1870-1880. Donc une idée très à la mode dans les années 1860, consiste à dire que l'avenir du combat sur mer, ce sera le combat avec un éperon. Les navires seront à l'avant munis d'un éperon, un peu en dessous de la ligne de flottaison, et ils iront tellement rapidement que grâce à l'éperon, ils pourront rentrer dans la coque des bateaux et couler les bateaux. Sachez que ça s'est produit au moins une fois, au moment de la bataille de Lissa, en 1866, au moment où Jules Verne est en train d'écrire, entre l'Autriche et l'Italie. Et c'est comme ça que le Nautilus de Nemo coule le navire d'une nation maudite, grâce à l'éperon qui se trouve devant le navire. Et là, le modèle de Verne, c'est pas Fulton dont il a absolument jamais parlé. Le modèle qu'il a en tête, c'est quelque chose dont il reparlera dans Nord contre Sud. C'est le combat de Hampton Roads, dans un bras de mer de Virginie au moment de la guerre des nordistes contre les sudistes. Quand apparaît ce bateau que vous avez en bas, que les nordistes avaient appelé le Monitor, qui était donc très original, puisqu'il était très bas sur l'eau, il était entièrement cuirassé, comme les Français avaient déjà mis en place des bateaux entièrement cuirassés pendant la guerre de Crimée en 1854-1855, des batteries flottantes, comme on disait. Mais celui-là se déplace beaucoup plus rapidement. Il fonctionne à la vapeur, donc ce n'est pas un bateau qui peut s'immerger complètement. Évidemment, il faut qu'il y ait une cheminée pour pouvoir laisser échapper la vapeur. Et ce combat de Hampton Roads, en 1862, fait sensation. On en parle partout. Pour la première fois, on a un bateau qui, en plus, combattait un bateau du Sud extrêmement moderne, mais à l'ancienne, avec des mâts, avec des voiles. Le Monitor, lui, gagne la bataille avec quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et c'est ça dont parle Verne dans 20 milieux sous les mers. Quand il se demande, quand au début du roman, on se demande quel est ce truc qui apparaît un peu partout, il y a l'hypothèse que c'est une baleine, évidemment, puis l'autre hypothèse, c'est que c'est un Monitor. Alors ça, c'est vrai, mais évidemment, c'est pas que ça. Pour lui, un sous-marin. C'est aussi un moyen d'observation. Jules Verne reste fidèle à son idéal de pédagogie, à son idéal de diffusion de la science. C'est ce que dit le capitaine Nemo à Aronnax, son
otage savant. Vous allez voyager dans le pays des merveilles. L'étonnement, la stupéfaction seront probablement l'état habituel de votre esprit. Vous ne vous blaserez pas facilement sur le spectacle incessamment offert à nos yeux. C'est un peu ce qu'exprime la devise du capitaine Nemo. Mobilis in mobile, hein, je suis mobile dans l'élément liquide. Or, est-ce que c'est si vrai ? Nous, on aimerait croire ça, puisque derrière, il y aura une sorte d'origine glorieuse de tout ce que vont être par la suite les sous-marins d'observation scientifique. Comme l'a bien remarqué Roland Barthes, le Nautilus du capitaine Nemo, c'est le contraire du bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, c'est le bateau qui dit jeu, celui qui se laisse entraîner et qui va vivre son aventure. Le Nautilus du capitaine Nemo, c'est tout à fait autre chose. Hein. Le Nautilus du capitaine Nemo, c'est ça. C'est une maison bourgeoise. Il y a une lettre de Jules Verne à Rioux, l'illustrateur, du 26 décembre 1868, à son éditeur plutôt. Il dit « J'ai reçu les croquis de Rioux. J'ai des observations à faire. Je vais lui écrire en les renvoyant. Je pense qu'il faut faire des personnages beaucoup plus petits et montrer les salons beaucoup plus en grand. Ce ne sont que des coins de salon qui ne donnent pas une idée des merveilles du Nautilus. Il faudra dessiner tous les détails avec une extrême finesse. » Quand Jules Verne pense le Nautilus, il le pense exactement comme ça, c'est-à-dire très très loin de l'image des années 20 du Nautilus de Fulton. On est dans un salon bourgeois, avec une grande bibliothèque, avec un orgue, et comme le disait Roland Barthes, ces livres qui s'adressent à des enfants, c'est plus qu'un salon bourgeois en fait. C'est la chambre de l'enfant bourgeois. Qu'est-ce que c'est que le Nautilus ? C'est l'espace, contrairement au bateau ivre de Rimbaud, c'est l'espace clos, celui dans lequel on se sent bien, celui dans lequel on va se réfugier sous les couvertures, alors peut-être pour lire un roman d'aventure, mais chez soi. Enfin, il y a un dernier aller-retour qu'on peut faire, un cinquième et dernier aller-retour sur cette image, dont on n'a pas encore trop parlé. C'est le hublot. Avec cette idée que, comme dans les sous-marins d'exploration scientifique, ce hublot, ça va être le moyen d'accéder aux profondeurs inconnues, à tout ce qu'on ne sait pas. Avec cette idée qu'on va entendre encore aujourd'hui, qu'on connaît moins le fond des océans que la surface de la Lune, par exemple. Ce genre de comparaison. Alors peut-être que c'était quelque chose d'important chez Jules Verne. Jules Verne, en 1867, avait franchi l'Atlantique à bord du Great Eastern, qui était le plus grand navire de l'époque. Une sorte de monstre gigantesque, qui l'avait énormément impressionné. Et on peut se dire, tiens, Jules Verne, en 1867, il en avait tiré un roman qui s'appelle « Une ville flottante ». En 1867, mais qu'il ne publie qu'en 1971, hein. En 67, il voyage là-dessus, puis après, dans la foulée, il écrit 20 milieux sous les mers. Alors on se dit, peut-être que Jules Verne, sur le pont du bateau, contemplant l'Atlantique, s'est interrogé sur les profondeurs océanes. Il a peut-être d'autant plus fait que le Great Eastern, c'était ce navire-là qui avait servi, quelques années avant, à poser le câble sous-marin qui permettait de relier l'Angleterre à la côte est des États-Unis de façon à avoir le premier câble télégraphique. Vous savez que ce câble sous-marin, c'est un échec total de 1858 à 1865, mais en 1866, ça fonctionne. La première nouvelle qui franchit l'Atlantique, de façon pérenne, hein, pas le petit mot de Victoria au président des États-Unis, c'est la nouvelle de la défaite de la bataille de Sadowa, par les armées autrichiennes devant l'armée allemande. Donc peut-être que c'est ça. Mais évidemment, il y a une autre hypothèse qui est beaucoup plus intéressante. C'est de se dire que même si Jules Verne a vu ça c'était les câbles, la machine qui permettait de laisser tomber les câbles sous-marins en 1866 sous l'Atlantique. Mais il y a une autre hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui consiste à se dire pourquoi est-ce que dans les années 1860, on publie tant de livres sous-marins ?
Michelet publie La mer en 1861. On a toute une série de livres sur les fonds sous-marins, le fond de la mer de Léon Renard, le monde sous-marin de Frédéric Durchière, tout ça en 1868. Alors pourquoi? Et il y a une hypothèse qui me paraît beaucoup plus intéressante, qui n'est pas de moi d'ailleurs, hein, qui est de Stephen Jay Gould, qui consiste à dire que ces années 1850-1860, c'est aussi le moment où on invente l'aquarium. Alors pas l'aquarium qui consiste à avoir des poissons dans de l'eau, ça, les Romains avaient déjà ça. Hein. L'aquarium intégré, c'est-à-dire l'aquarium qui fait qu'à un moment donné, vous allez avoir suffisamment d'équilibre entre les plantes et les animaux de la mer dans votre aquarium pour que ça soit pérenne et que ça dure. Dans les années 1850-1860, il y a une vogue d'aquarium mania qui vient d'abord d'Angleterre et qui ensuite déferle sur la France. Ça, on en fait un outil évidemment de distinction sociale, un outil de distinction de genre. L'aquarium, c'est un truc de femme. D'abord parce que ça renvoie à la décoration, et ensuite parce que ça autorise la rêverie. Et peut-être même il y a cette vague idée que ce serait une métaphore de la condition féminine. Des belles choses qui tournent en rond dans un aquarium. La condition féminine bourgeoise du 19e siècle. C'est pas moi qui dis tout ça, ce sont les gens qui ont travaillé là-dessus. Et à partir des années 1860, on va créer d'immenses aquariums. Le premier, c'est en 1861 au Jardin des Plantes. Le second, c'est en 1867 au moment de l'exposition universelle, hein, vous l'avez là. Donc, où on allait voir, hein, le public de l'exposition allait voir les poissons qu'on leur présentait en grand. D'après Stephen Jay Gould, c'est une révolution dans la façon dont on représente les poissons. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'aux années 50-60, quand on dessine des poissons dans des livres, on les a à peu près comme on les a dans l'assiette, hein, quand vous avez une dorade qui arrive au restaurant. À partir des années 50-60, on les a en mouvement, parce qu'on a commencé à les voir grâce aux aquariums intégrés. La star c'est sans doute pas un hasard évidemment, hein, mais la star de l'aquarium de l'exposition de 1867, c'est un poulpe. Alors quand on a cette image, qu'est-ce qu'on a? Si on la regarde mieux, on a peut-être quelqu'un qui est en train de regarder un aquarium. Et peut-être pas quelqu'un qui est dans un sous-marin en train de regarder le fond de la mer. Alors il y a sûrement, peut-être, chez Verne, une influence qui viendrait de Fulton et de ceux qui ensuite ont perfectionné le sous-marin. Mais il y a aussi, à l'évidence, puisqu'il le dit lui-même, le Monitor du combat de Hampton Roads de 1862 et très probablement l'aquarium intégré des années 1850-1860. Après, ce n'est pas non plus quelque chose de très original que de dire que les pièces à partir desquelles on assemble nos puzzles imaginaires sont évidemment toujours très nombreuses. Et je vous remercie.